Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Charles Béliveau. Je fais partie d'une équipe de quatre merveilleuses personnes que j'ai pour nom de moi, Charles Béliveau, Frédéric Boilly, Xavier Bergeron et Catherine Navarro. Alors, on vous salue toutes, compatriotes de classe qu'on n'a jamais vu le visage avant aujourd'hui et les prochaines journées d'Or des Euros. J'espère que vous vous portez à merveille et aussi ainsi que notre gentil professeur JF ou Jean-François pour les intimes. Ou au contraire, Jean-François et JF pour les intimes. Je vais vous présenter notre projet. Nous, on a décidé de parler du vol d'avion. On va essayer de vous expliquer vraiment l'analyse qui tourne autour du vol d'avion et les calculs qui amènent. C'est quand même assez complexe comme sujet. Puis c'est quand même assez complexe parce que c'est quelque chose d'extrêmement, excusez-moi le terme anglais, mais touchy parce que quand tu voles en l'air, tu as des millions, tu pas des millions en fait, là, mais tu as des centaines de vies humaines à protéger. Fait qu'il ne faut vraiment pas que ça plante. C'est vraiment important d'avoir la perfection de ce vol-là. Pour vous présenter les calculs, on va utiliser un modèle d'avion précis qui est celui-ci. C'est un Boeing 777-200ER, un avion assez populaire dans le game de l'aéronautique. Donc, j'espère que vous l'aimez vous aussi parce que c'est lui qu'on prend. Donc, pour commencer, moi, Charles Béliveau, je vais présenter les membres de l'équipe. Donc, je me présente en première, pour ça, je vais présenter le reste du membre d'équipe. Je vais vous parler de l'historique ensuite et le but du travail que j'ai déjà un peu dit, mais que je vais en parler un peu plus. Et je vais revenir à la fin pour la conclusion ou vous dire un petit au revoir. Premier membre de l'équipe est M. Frédéric Boilly. Frédéric, lui, va parler des quatre forces qui agissent sur l'avion. Donc, on a appris que dans un avion, il y a quatre forces qui agissent dessus. Deux qui sont verticales et deux qui sont horizontales. C'est extrêmement important que ces quatre-là soient vraiment en équilibre. Donc, les verticales, tu as la gravité, la portance, et verticales, tu as la gravité et la portance, et les horizontales, tu as la poussée et la traînée. Donc, c'est Frédéric qui va expliquer ça un peu plus en détail plus tard. Donc, moi, je viens de vous dire le début. On va voir Frédéric après qui va avoir la parole pour expliquer ça. Après Frédéric, ça va être Xavier Bergeron, un homme souriant avec un chien. Lui, il va nous parler des fluides parce que dans un avion, c'est extrêmement complexe comment ça fonctionne, les fluides. Puis Xavier, ça va être l'homme de la situation pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de principes qui rentrent en compte qu'on parle des fluides. Puis Xavier va vous démêler ça, vous expliquer ça en détail. C'est quand même assez compliqué. Et ensuite, on va aller voir Catherine Véro. Elle va nous parler des réacteurs lors du vol, comment ils fonctionnent les réacteurs lors du vol. C'est quoi la finesse, qui est grosso modo le rendement d'une aile. Le profil aérodynamique aussi, qui est dans l'aile, ça c'est la forme de l'aile, parce qu'il y a plusieurs types de formes d'aile. Elle va tout expliquer ça, faire le tri, vous expliquer comme du bon. Et elle va parler du biomimétisme, qui est, parce que quand les ingénieurs ont commencé à parler d'avions, à créer les avions, ils sont beaucoup inspirés des êtres vivants, donc les oiseaux, pour les faire. Donc, elle va expliquer en détail comment ça fonctionne à la fin de l'oral. Donc, moi, ici, l'historique. Ça a été difficile, c'était difficile. Pas nécessairement difficile, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même une bonne période de temps entre le premier vol de Montgolfière, réalisé par les frères Montgolfière en 1983, et le premier vol d'avion. Donc, on va y venir plus tard. Donc, c'est ça. Comme je disais, en 1683, il y a eu le premier vol d'avion réalisé par les frères Montgolfière en Montgolfière. C'est la première fois, pas vol d'avion, vol humain, excusez-moi. C'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui réussit à s'envoler en l'air sans, en fait, c'est ça. La première fois, juste tout court, quelqu'un qui réussit à s'envoler en l'air. 16 ans plus tard, c'est Sir George Carley qui va trouver les forces de pousser et traîner, qui va vraiment aider par la suite au développement de l'avion parce que quand tu crées un avion, tu ne sais pas exactement comment ça va réagir en l'air. Puis lui a trouvé ça, fait que ça va aider quand même beaucoup les ingénieurs à le faire. Mais comme tu peux voir, ça prend quasiment 100 ans avant qu'il y ait le premier décollage et le premier vol qui soit contrôlé
Ça veut dire qu'il y a eu des essais avant qui n'ont jamais vraiment fonctionné parce qu'ils perdaient le contrôle et qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Mais c'est en 1894 qu'ils ont réussi à faire le premier décollage et le premier vol qui était contrôlé, qui avait pas de padlock qui arrivait. Ensuite, en 1903, c'est le premier vol motorisé des frères Wright. C'est les premiers à avoir réussi à faire un vol d'avion motorisé qui avait un moteur. Après ça, en 1914, la population de l'avion, parce que vous savez qu'en 1914, c'est la Première Guerre mondiale qui a explosé. Et avoir l'avion comme arme, c'était extrêmement important parce que ça faisait vraiment une différence dans la guerre. Donc, le monde a vraiment commencé à pousser pour innover dans les avions. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui a poussé à ce que l'avion devienne aussi populaire qu'on le connaît en ce moment. Après ça, en 1995, quand on parle du Boeing 700, ça a été créé cette année-là, qui a fait son premier vol. En fait, il n'a pas été créé cette année-là, mais il y a eu son premier vol commercial cette année-là, en 1995. Puis le Boeing 777-201R, c'est le premier, ben pas nécessairement le 201R, là, juste les Boeing 777, c'est le premier avion au monde qui a été conçu entièrement avec la moelle 3D, fait que juste à partir d'ordinateur. C'est quand même assez intéressant et cool à savoir. Donc, le but de notre travail, nous, c'est vraiment de vous amener à comprendre le vol en avion, mettre en évidence les phénomènes mathématiques et physiques qui expliquent comment ça se fait que cette affaire le vol, comment ça se fait que les avions volent. Donc, on va essayer vraiment de vous expliquer ça en détail et de vous amener à avoir une compréhension assez claire de ce qui se passe pendant le vol. Tout ça à l'aide du Boeing 777-201. Donc, sans plus, je vous passe la parole à Frédéric Boilly qui va vous parler des forces. La section de la dynamique des fluides, j'ai choisi 4 grands principes, mais il y en aurait plusieurs d'autres que j'aurais pu choisir. Le premier, c'est le principe de Bernoulli, un principe fondamental dans la dynamique des fluides. Après ça, le principe de Navier-Stokes, un principe qui dicte plusieurs des phénomènes qu'on peut rencontrer à la vie, comme le phénomène de la météo. Après ça, l'effet Coanda et les fluides newtoniens et la viscosité. À droite, on peut voir la simulation par ordinateur de l'écoulement d'un fluide. En bleu, ça va être les sections de basse pression et en rouge, les sections de haute pression. Les lignes qu'on voit, c'est l'écoulement des fluides. Ça nous permet quand on fait un avion, de le modéliser dans notre ordinateur puis de voir l'écoulement d'un fluide autour de lui. Ce qui nous permet d'apporter des modifications s'il y a des zones de turbulence ou de basse pression qui arrivent qui ne sont pas supposées être là. Deuxièmement, ça permet de couper les coûts puisqu'on n'a pas besoin d'aller en soufflerie avec un modèle à l'échelle de l'avion. Donc, pour commencer, le principe de Bernoulli. Le principe de Bernoulli est un principe fondamental dans la théorie de la dynamique des fluides. Donc, l'équation de Bernoulli va comme suit. Tout à gauche, en bas à gauche, le P1, c'est la pression du fluide. Donc, ça, c'est le fluide à son état inertiel, sa pression. Après ça, à droite, ça va être la pression du fluide. Ça, c'est l'énergie cinétique par unité de volume du fluide. Donc, ça, c'est une fonction de la densité et de la vitesse du fluide. Après ça, c'est la pression hydrostatique. Ça, c'est la pression exercée par la gravité sur le fluide. Normalement, cette équation-là, on peut l'égaler à 0, comme on peut l'égaler à un autre point. Donc ici, ce qu'on a, c'est une pression, on compare la pression à deux endroits séparés pour voir la différence de pression ou de vitesse à cet endroit-là. Mais cette équation-là peut être aussi vue sur trois autres formes. Ça, c'est la forme de pression qu'on a. Après ça, il y a la forme sous énergie. Puis après ça, désolé pour l'anglicisme, head form qu'on peut avoir. C'est trois façons différentes de le montrer. Ensuite, cette équation-là est utilisée est très utile dans plusieurs des choses. Premièrement, dans les tubes statiques pilotes, coin en bas à gauche. Cet appareil permet à l'avion de savoir à quelle vitesse l'air extérieur va et en même temps savoir à quelle vitesse il va. Le principe de Bernoulli a été utilisé dans la modélisation des ailes, puisque ce principe-là stipule que dans une section de basse pression, l'air va plus vite, dans une section de haute pression, l'air va plus lentement. Ce qui a permis aux ingénieurs de savoir qu'il va falloir que l'aile en haut soit courbée, puis en dessous soit droite, pour pouvoir créer de la portance pour que l'avion vole. Il y a le principe de Navier-Stokes. Le principe de Navier-Stokes décrit le mouvement de fluide visqueux. À notre droite, nous avons plusieurs des équations différentielles de Navier-Stokes. La première équation différentielle est une simple équation de conservation de la masse dans le temps. Les trois autres
sont des applications de la deuxième loi de Newton. Donc, F est égal à ma. Le principe de Navier-Stokes est très utile puisqu'il décrit le, le mouvement de l'air autour d'une aile. Le principe de Navier-Stokes est un problème du millénaire, c'est-à-dire un des 7 problèmes fondamentaux de l'Académie des mathématiques. Parce qu'il est impossible de savoir avec précision, en 3 dimensions, de calculer dans les 3 coordonnées, puisque c'est un gros problème. Donc, il reste encore à résoudre pour ces trois problèmes-là. Ensuite, il y a l'effet Corda. L'effet Corda qui est à la base du fonctionnement d'une aile d'avion, qui dit qu'un fluide a tendance à être attiré à suivre la courbure de l'objet. Donc, ce phénomène-là permet à l'air de s'écouler autour de l'aile de l'avion et lui permet d'avoir une poussée. Ensuite, il y a les fluides newtoniens. Les fluides newtoniens, dont l'air fait partie, sont des fluides que peu importe la pression qu'on exerce sur lui, puis il faut garder une température constante, la viscosité ne change pas. Qu'est-ce que la viscosité? Ben, c'est l'opposition qu'un fluide va mettre à un écoulement, c'est-à-dire à changer de position. Donc, comme on voit dans la photo à droite, on voit que si je me souviens bien, c'est du lait ou du chaud, je ne pourrais pas vous dire, j'ai pris la photo d'Internet, s'oppose vigoureusement au changement, donc il reste collé, collé, collé. Donc, il est possible de voler à bord des avions en bonne partie grâce aux 4 forces du vol et nous allons les appliquer sur le Boeing 777-200ER. Ces 4 forces sont décomposables en 2 groupes, les forces horizontales et les forces verticales. Dans les verticales, nous avons le poids de l'avion ou bien sa force gravitationnelle qui s'oppose à la portance. Dans les forces horizontales, nous avons la traînée qui s'oppose à la poussée de l'avion. Le poids de l'avion ou la force gravitationnelle due à la gravité. Donc plus en détail sur ces 4 forces. Ici, vous savez déjà comment calculer le poids d'un avion. Donc je vais immédiatement entrer dans le calcul. Notre masse utilisée est une moyenne de la masse minimale du Boeing 777-200ER, mais qui est toujours opérable. Et la masse maximale possible qui est possible de décoller. Donc, pour trouver le poids de l'avion, nous avons fait 217 835 kg fois l'accélération gravitationnelle qui est 9,81 mètres par seconde carrée et ça nous donne un résultat de 2 134 685 newtons. La portance. La portance est une force qui pousse l'avion vers le ciel. Cette force est causée par la pression entre le côté bombé et le côté plat de l'aile de l'avion. En effet, du côté bombé, c'est une zone de basse pression et du côté plat, c'est une zone de haute pression. Et ces différences de pression là sont causées par la vitesse plus rapide de l'air passant par le côté bombé. Dans le fond, au moment où des molécules d'air arrivent devant l'aile, il y en a qui partent vers le haut et il y en a qui partent vers le bas. Par le haut et par le bas, ça prend le même temps parcourir de partir du début du point du début de l'aile pour aller jusqu'à la fin de l'aile. Par contre, la distance est plus grande du côté bombé de l'aile. Donc, la vitesse est plus grande. C'est ces différences de vitesse là qui causent dans le fond la zone de basse pression et la zone de haute pression. Donc maintenant pour la portion de calcul, c'est avec le principe de Bernoulli que des gens sont arrivés à cette équation-là que vous voyez à votre gauche. Et nous avons décidé de calculer le coefficient de portance, puisqu'en vitesse de croisière, théoriquement, on ne descend pas et on ne monte pas en altitude. Donc, on prend le poids du Boeing trouvé précédemment,
la masse volumique de l'air qui est de 0,364 kg par mètre cube à 11 000 km d'altitude. La vitesse du vent relatif qui est de 251,39 mètres par seconde. Puis ça, c'est dans le fond la vitesse de croisière du Boeing 777-201R. Et enfin, la surface à l'air, qui est dans le fond l'air du dessous des deux ailes. Pas nécessairement du dessous, mais l'air des deux ailes et le genre de pont qui relie les deux ailes ensemble. Finalement, on calcule le tout et ça nous donne un coefficient de portance de 0,4338 qui n'a pas d'unité de mesure. La poussée. La poussée est la force de propulsion fournie par les turboréacteurs permettant de donner une vitesse horizontale à l'avion. La poussée est générée par une accélération des masses d'air à la sortie des turbines des turboréacteurs. Et Xavier va vous parler un peu plus en détail de ce concept puisque c'est un concept de fluide des tubes de Venturi. Et l'équation générée pour la poussée est celle vue à la droite de la diapo. Mais avec nos recherches, nous avons trouvé la poussée des 3 turboréacteurs possibles à fixer sur le Boeing 777-200R. Donc, il y a le Pratt & Whitney qui a une poussée de 400 kN, le Rolls-Royce avec 415 kN et le GE Aviation qui a 417 kN. Mais puisque notre Boeing est un biréacteur, il faut donc multiplier ces forces-là par 2. Donc, vous pouvez bien le voir, 800 kN, 830 kN et 834 kN. Pour la traînée est la force qui s'oppose à la poussée et elle correspond à la résistance de l'air sur l'avion. Elle dépend de plein de facteurs comme l'angle d'incidence des ailes que vous pouvez voir à gauche en bas de la diapo, la surface de contact avec l'air, de la rugosité des matériaux, de la vitesse de l'avion, de la densité de l'air, de la compressibilité de l'air et même du profil d'avion. Et il y a probablement plus de facteurs que ça qui jouent un rôle dans la traînée. Parce que la traînée, dans le fond, c'est la résistance de l'air. Par contre, il était un peu trop complexe d'utiliser tous ces facteurs-là pour trouver une équation ou utiliser une équation puis faire un calcul. Donc, nous avons trouvé une formule un peu plus simple qui permet de vulgariser le concept. Donc, la traînée est égale à une demi fois la masse volumique de l'air fois le coefficient de traînée fois la vitesse du Boeing à la 2 et fois sa surface à l'air. Pour finir, dans le fond, la relation entre ces 4 forces est que si la portance est plus grande que le poids, l'avion va monter dans les airs. Si le poids est plus grand que la portance, l'avion va tomber. Si la poussée est plus grande que la traînée, l'avion va accélérer. Et ici, la traînée, ben à l'inverse, dans le fond, la traînée est plus grande que la poussée, ben l'avion va ralentir. Par contre, quand on est en vitesse de croisière, la portance et le poids sont égaux et la poussée et la traînée sont égaux aussi. Comme ça,
l'avion va en vitesse constante dans les airs. Les réacteurs. Le Boeing 777-201R est le plus gros biréacteur sur le marché. Il est donc composé de 2 turboréacteurs de modèle GE90-94B. Les réacteurs de l'avion sont composés de lames d'une longueur de plus de 4 pieds de long, pesant moins de 50 livres. Les lames sont composées de fibres de carbone et d'une matrice d'époxy durcie, ce qui fait en sorte qu'elles sont plus fortes que les lames de titanium, tout en pesant uniquement le tiers du poids. Les lames de ce modèle de réacteur sont aussi créées de sorte que leur forme soit plus large et donc plus aérodynamique. Elles permettent donc de tirer une plus grande quantité d'air, ce qui augmente la force de poussée, mais comme elles sont légères, elles réduisent aussi le poids de l'avion et donc la consommation d'essence. La finesse. La finesse correspond au rendement d'une aile. Elle peut être calculée en évaluant le rapport entre le coefficient de portance et le coefficient de traînée de vol. Le graphique ci présent représente la finesse d'une aile selon un angle d'incidence précis. Le point α-C représente donc la finesse maximale d'une aile. Les profils aérodynamiques. Les termes importants à comprendre pour les profils aérodynamiques sont les suivants. Le bord d'attaque correspond à l'extrémité avant d'une aile et le bord de fuite correspond à l'extrémité arrière. La longueur de corde correspond à la distance totale entre le bord d'attaque et le bord de fuite. L'extradose correspond à la surface supérieure de l'aile, donc le dessus, et l'intradose correspond à la surface inférieure, donc le dessous de l'aile. Il existe 2 types de profils aérodynamiques principaux, les profils laminaires et les profils conventionnels. Les 2 profils se distinguent pas mal en raison qu'ils ont des rôles différents. Donc, les profils laminaires sont majoritairement utilisés pour les avions qui doivent se déplacer à plus grande vitesse, comme les avions de chasse. Les ailes sont donc plus minces et ont un bord d'attaque plus fin, donc plus pointu. La cambrure de l'aile est à son maximum d'épaisseur à 50% de la longueur de corde, ce qui fait en sorte que l'arrondissement de l'aile est plus graduel et donc que l'écoulement laminaire est plus aisé, ce qui permet de voyager à plus grande vitesse. De l'autre côté, les profils conventionnels sont plus utilisés pour des avions commerciaux, comme dans le cas du Boeing 777-201R, puisque ce sont des avions qui ne nécessitent pas nécessairement de la rapidité, mais plutôt de la stabilité. Ce sont les modèles d'ailes qui sont donc plus épais avec un bord d'attaque plus arrondi. Donc, contrairement au profil laminaire, la cambrure est à son maximum d'épaisseur à 25% de la longueur de corde, donc l'arrondissement de l'aile est plus accentué. L'écoulement de l'air est donc moins aisé que pour un profil laminaire, mais le vol est plus stable. En biomimétisme, donc, bien évidemment, l'oiseau est une des principales inspirations à la base de l'invention de l'avion. Ça explique pourquoi il partage plusieurs points similaires en commun. Donc, encore aujourd'hui, on s'inspire d'études d'analyse sur les volatiles afin de développer d'autres modèles d'avions encore meilleurs. Donc, on va faire un tour bref des ressemblances entre les oiseaux et les avions. Donc, d'abord, les ressemblances physiques externes sont assez évidentes, en commençant par le bec. Les oiseaux, comme les avions, sont munis d'un bec, ce qui leur permet de fendre l'air pendant le vol, qui permet un écoulement laminaire et qui réduit définitivement la force de la traînée. Ensuite, les ailes. La forme générale des ailes est très similaire pour les oiseaux et pour les avions. Par contre, les ailes d'oiseaux sont munies de plumes, ce qui leur permet d'avoir un certain contrôle sur leur vol. Les ailes d'avion, elles, sont entièrement lisses, ce qui leur permet d'augmenter leur aérodynamisme. Par contre, les ailes d'avion sont munies d'hypersustentateurs, ce qui permet, comme les plumes, de maintenir un contrôle sur le vol. Donc, la morphologie générale de l'avion est semblable à celle de l'oiseau, tout simplement parce que cette forme permet un bon aérodynamisme. Il y a aussi les freins d'atterrissage de l'avion, qui ont un rôle semblable à celui des pattes de l'oiseau, c'est-à-dire d'amortir le choc lors de l'atterrissage. Ensuite, il y a aussi des ressemblances internes entre l'oiseau et l'avion, qui sont un peu moins évidentes. Les os formant l'intérieur des ailes des oiseaux sont formés en structure trabéculaire. Ça veut donc dire que, comme on peut l'observer sur la photo, il y a des espacements de vide entre les structures osseuses de l'aile. Donc cette formation osseuse est idéale pour un volatile puisqu'elle est très solide, mais les espacements entre les os permettent aussi de réduire le poids des ailes. Donc comme on peut voir ici, la structure interne des ailes d'avion est réalisée de façon semblable à ce qu'il y ait des espacements d'air entre les ailes.
Donc, ça rend les ailes légères et solides à la fois. Finalement, il y a aussi certaines techniques de vol qui sont inspirées des oiseaux. Par exemple, lors du décollage, les oiseaux battent des ailes pour prendre la vitesse. Évidemment, les ailes des avions sont immobiles, donc il serait impossible de battre des ailes, mais on utilise les réacteurs pour prendre suffisamment de vitesse et arriver au même résultat. Pendant le vol, les oiseaux vont pivoter pour faire des changements de direction. La même technique est utilisée pour les vols d'avion. Lors de l'atterrissage, l'oiseau va se cabrer vers le bas et va incliner ses ailes vers le haut pour ralentir. Quand on fait atterrir un avion, on va aussi cabrer le bec vers le bas. Par contre, encore une fois, les ailes sont immobiles, donc il est impossible de les incliner vers le haut pour ralentir, mais on va plutôt utiliser les hypersustentateurs de l'aile afin de ralentir pour l'atterrissage. Donc, rebonjour, bienvenue à la fin de cet exposé oral. J'espère que vous avez bien apprécié nos discussions. Et vous avez un peu plus compris comment le fonctionnement de l'avion vole lors du... en fait, comment que l'avion fait pour voler. Si vous avez des questions, on va être là pour vous répondre et je vous remercie sincèrement pour votre temps d'écoute. C'était vraiment précieux de notre part. Donc, sans plus, nous sommes prêts pour la période de questions.